Pourquoi des personnes calmes, réfléchies, peuvent-elles devenir irrationnelles, violentes ou aveuglément obéissantes une fois réunies en groupe? Et si vous découvriez que vous aussi, sans le savoir, avez déjà pensé comme une foule? Dans cette vidéo, on plonge dans un classique toujours brûlant d'actualité, la psychologie des foules. Comment les foules pensent, comment elles sont influencées, manipulées, et surtout, comment y résister. Car dans un monde où les émotions sont devenues virales, penser par soi-même est un acte de survie. Bienvenue dans cette exploration passionnante d'un livre visionnaire, Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Publié à la fin du XIXe siècle, ce texte n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Il nous explique pourquoi l'individu, une fois plongé dans une foule réelle ou virtuelle, perd son esprit critique, devient plus émotif, plus suggestible, et parfois même dangereux. Dans cette vidéo, vous découvrirez et ce qui se passe dans notre tête quand on se fond dans une masse. Comment les leaders et les algorithmes manipulent nos émotions. Pourquoi la foule rejette la nuance. Et surtout, comment préserver votre liberté intérieure dans un monde où penser autrement devient de plus en plus difficile. Ce n'est pas qu'un résumé. C'est une prise de conscience. Installez-vous, ouvrez l'esprit. Ce que vous allez entendre va peut-être changer votre manière de regarder l'actualité, les réseaux sociaux, et même vous-même. Nature de la foule psychologique. L'étude de la foule psychologique, telle que formulée par Gustave Le Bon à la fin du XIXe siècle, demeure d'une pertinence saisissante dans notre époque contemporaine. Loin de se limiter à la description d'attroupements physiques, Le Bon s'attache à cerner les mutations profondes qui affectent l'esprit humain lorsqu'il s'intègre à une masse. L'individu rationnel, réfléchi et autonome devient, au sein de la foule, un être impulsif, influençable et dépourvu de sens critique. Cette transformation n'est pas simplement comportementale, elle est psychologique, presque organique. Elle témoigne de l'existence d'une âme collective qui émerge de la somme des individus, mais qui en efface les traits distinctifs. Une entité nouvelle, distincte de la somme de ses parties. Dans une foule, l'individu perd sa singularité. Le Bon insiste, la foule psychologique n'est pas la somme des intelligences individuelles. Elle est une entité nouvelle, dotée de caractéristiques propres. Il s'agit d'une transformation qualitative, et non d'un simple effet de nombre. Cette entité collective est mue par des forces inconscientes, des instincts primitifs, des émotions brutes. Elle échappe à la logique personnelle et adopte une logique émotionnelle, binaire, simplifiée. Le collectif a ses propres lois, distinctes de celles qui régissent le comportement isolé. L'image du fleuve, souvent utilisée pour illustrer ce phénomène, est parlante. Chaque goutte d'eau a sa propre trajectoire dans un cours d'eau calme, mais dès lors qu'elle est emportée dans le courant d'un fleuve en crue, elle se plie au mouvement général. Il en va de même pour l'homme. Seul, il pense, doute, pèse. Dans la foule, il suit, il agit, il ressent. Le raisonnement cède la place à l'impulsion. De l'hypnose collective. État de conscience modifié. Le Bon rapproche l'état psychologique de la foule de celui d'un sujet hypnotisé. Le phénomène d'hypnose, bien connu à son époque, repose sur une suspension temporaire de la volonté consciente, au profit d'un état de suggestibilité intense. C'est précisément ce qui se passe dans la foule. L'individu cesse d'être conscient de lui-même. Son moi s'efface. Il devient perméable aux idées extérieures, et réagit aux stimuli émotionnels de manière quasi automatique. Cette analogie est précieuse car elle nous permet de comprendre pourquoi des individus raisonnables peuvent, au sein d'un groupe, adopter des comportements qu'ils rejetteraient fermement en temps normal. L'hypnose n'est pas une perte de contrôle total, mais une suspension temporaire de l'esprit critique. Elle ouvre la porte à des actes qui ne sont plus guidés par des valeurs personnelles, mais par les émotions dominantes du groupe. 3. Dilution de la responsabilité individuelle. Un autre trait frappant de la foule est la disparition de la notion de responsabilité personnelle. L'individu immergé dans la masse se sent protégé, déresponsabilisé. Il pense souvent, tout le monde le fait, donc je ne suis pas responsable. Ce mécanisme de dilution morale permet à des actes extrêmes d'être commis sans que personne ne se sente coupable. Cette dynamique explique la brutalité de certaines foules, les dérives lors de manifestations, les lynchages populaires ou les déchaînements collectifs sur les réseaux sociaux. La foule protège, mais elle anesthésie aussi la conscience. Elle crée un anonymat psychologique qui encourage la transgression des limites éthiques habituelles. Ce n'est plus « moi » qui agit, mais « nous ». Et ce « nous »
collectif devient un alibi commode pour légitimer des gestes qui seraient, dans un autre contexte, considérés comme inadmissibles. 4. Le règne de l'émotion et de l'inconscient. Le bon observe que la foule est gouvernée par l'émotion, non par la raison. Elle fonctionne par pulsion, par contagion affective. L'émotion y est amplifiée, exagérée. L'amour devient adoration, la colère devient rage, la peur devient panique. L'individu, dans une foule, est dominé par des forces qu'il ne comprend pas toujours, car elles remontent à des couches profondes de l'inconscient collectif. Cette régression émotionnelle ramène l'homme à des états archaïques. Il redevient cet être primaire, régi par l'instinct de survie, la peur de l'inconnu, la haine du différent. Il se raccroche à des symboles forts, à des slogans, à des figures tutélaires. Il cherche la sécurité dans la fusion avec le groupe. En cela, la foule est un refuge émotionnel, mais aussi un lieu de manipulation. 5. Suggestibilité et imagination collective. La foule est extrêmement suggestible. Le bon insiste, un mot, une image, une idée répétée avec insistance peuvent se transformer en vérité absolue. L'imagination, chez la foule, prend le pas sur la réalité. Elle est capable de croire en des faits inexistants, de voir ce qui n'a jamais eu lieu. Cette propension à l'illusion est d'autant plus forte que la foule rejette les contradictions et refuse la complexité. C'est ainsi que naissent les rumeurs, les paniques morales, les illusions collectives. Une foule peut croire, en toute bonne foi, qu'un danger est imminent alors qu'aucune preuve ne l'était. Elle peut aduler un personnage sur la base d'un récit simplifié. Elle peut détester un groupe en se fondant sur une caricature émotionnelle. Le réel devient malléable. Il est reformulé par le prisme de l'imagination collective. 6. Intolérance et binarité. La foule ne connaît ni la nuance, ni la complexité. Elle fonctionne par opposition tranchée, pour ou contre, bien ou mal, nous ou eux. Cette logique binaire renforce son intolérance. Toute idée contraire est perçue comme une attaque. Le doute, l'hésitation, la pensée critique sont perçus comme des menaces à l'unité du groupe. Ce phénomène favorise l'émergence de dogmes collectifs. Une fois qu'une idée s'est imposée dans la foule, il devient difficile, voire dangereux, de la remettre en question. L'individu critique risque l'exclusion, la marginalisation. Le conformisme est donc renforcé non seulement par le désir d'appartenance, mais aussi par la peur du rejet. 7. Exemples historiques et contemporains. L'histoire abonde d'exemples illustrant ces mécanismes. Les chasses aux sorcières, les purges politiques, les paniques boursières ou sanitaires témoignent de la manière dont des foules entières peuvent basculer dans l'irrationnel. Des sociétés entières ont été ébranlées par des croyances collectives fondées sur des émotions amplifiées et des récits simplifiés. Aujourd'hui, ces dynamiques se répercutent dans les foules numériques. Les mouvements de masse sur les réseaux sociaux, les boycotts organisés, les lynchages numériques sont des manifestations modernes de cette psychologie collective. L'anonymat et la viralité y jouent le même rôle que l'agrégation physique autrefois. Ils suspendent la responsabilité personnelle et décuplent les émotions. 8. Implications pour l'individu moderne. Face à cette dynamique, l'individu contemporain doit prendre conscience de sa propre vulnérabilité. Il n'est pas un être rationnel imperméable aux influences collectives. Il est, comme tout un chacun, sensible à la suggestion, à la contagion émotionnelle, à la simplification. Cette prise de conscience est essentielle. Elle ne doit pas être source de culpabilité, mais de lucidité. Comprendre les ressorts de la foule, c'est se donner les moyens de résister à ses effets. C'est aussi apprendre à observer ses propres réactions. Suis-je en train de penser par moi-même ou de répéter une opinion dominante? Suis-je guidé par la raison ou emporté par une vague émotionnelle? 2. Mécanismes de l'influence. Après avoir cerné la nature psychologique de la foule et observé comment l'individu y subit une transformation radicale, la réflexion s'oriente vers une interrogation essentielle. Comment cette masse amorphe, impulsive et émotionnelle peut-elle être orientée, manipulée, dirigée? Quels sont les ressorts profonds qui permettent à une idée, une croyance ou une émotion de se répandre dans une foule, jusqu'à devenir une vérité incontestée ou un mot d'ordre collectif? C'est à cette question que répond Gustave Le Bon, en introduisant les 2 piliers fondamentaux de l'influence collective, la suggestion et la contagion mentale. 1. La suggestion, l'art de planter une idée dans un esprit perméable. La suggestion est un mécanisme d'implantation d'idées simples et directes dans un esprit devenu réceptif.
Le bon compare cet état à celui de l'hypnose. Dans la foule, l'individu perd une partie de sa conscience critique, ce qui ouvre la porte à l'acceptation passive de tout message suffisamment répété, chargé d'émotions ou véhiculé par une figure d'autorité. Ce processus est facilité par la suspension du jugement personnel. Lorsqu'un individu est absorbé dans une foule, il ne filtre plus l'information avec la rigueur qu'il aurait en situation normale. Un slogan, une image, une affirmation péremptoire deviennent alors des vérités. L'esprit logique, qui d'ordinaire compare, analyse et conteste, est mis en veille. Il cède la place à l'émotion, à l'adhésion instinctive, à la croyance immédiate. Plus le message est simple, plus il est efficace. C'est pourquoi les idées qui circulent dans les foules sont rarement complexes. Elles sont binaires, polarisées, souvent accompagnées de termes absolus, liberté, trahison, ennemi, espoir. Ces mots, vidés de leur sens rationnel, deviennent des symboles affectifs. Ils agissent comme des déclencheurs émotionnels. La force de la suggestion réside justement dans cette capacité à court-circuiter la raison pour atteindre directement l'inconscient. 2. La répétition. Ancrer l'idée dans le subconscient. Le bon insiste sur le rôle central de la répétition dans le processus de suggestion. Une idée, même absurde, répétée suffisamment de fois, finit par s'imposer comme une évidence. Cette affirmation peut sembler déroutante, mais elle repose sur un constat psychologique solide. Notre cerveau, pour économiser de l'énergie cognitive, tend à accepter ce qui lui est familier. L'exposition répétée crée une illusion de vérité. La publicité moderne repose sur ce principe. Un message martelé des centaines de fois, ce produit est le meilleur, vous le valez bien, pour votre sécurité, finit par s'insinuer dans l'esprit du consommateur. Il en va de même dans les foules. Une phrase scandée devient un dogme. Le contenu importe parfois moins que la cadence, le rythme, la force avec laquelle le message est asséné. Cette répétition agit aussi sur le plan émotionnel. Elle rassure. Elle donne un sentiment d'ordre, de cohérence. Elle efface les doutes. En période de crise ou d'incertitude, la répétition d'un message simple devient une bouée cognitive. Elle donne l'illusion d'un repère stable. 3. La contagion mentale, propagation virale de l'émotion. La contagion mentale est l'autre pilier de l'influence collective. Contrairement à la suggestion, qui agit par injection d'idées, la contagion agit par imitation émotionnelle. Elle transforme une émotion individuelle en vague collective. Une peur, une indignation, une exaltation vécue par quelques individus peut se répandre à l'ensemble de la foule, comme une épidémie. Et ce, sans contact physique, sans mot d'ordre explicite. Le bon décrit ce phénomène comme un processus quasi biologique. L'émotion se propage de manière réflexe, sans passer par le filtre de la réflexion. L'être humain est, par nature, un animal social et mimétique. Il tend à s'ajuster émotionnellement à son environnement, notamment lorsqu'il est plongé dans un groupe. Ce mécanisme, utile pour la cohésion sociale, devient un levier d'influence massif lorsqu'il est détourné ou instrumentalisé. Prenons l'exemple d'une file d'attente. Si une personne commence à exprimer bruyamment son mécontentement, il est probable que d'autres adoptent le même comportement, même s'ils étaient jusque-là indifférents. Le simple fait d'être témoin d'une émotion exprimée ouvre la porte à sa reproduction. Ce phénomène est démultiplié dans les foules denses ou dans les espaces numériques où les réactions émotionnelles s'affichent en temps réel. 4. La force des images et des symboles. La foule ne pense pas en concepts abstraits. Elle pense en images. Le bon insiste sur cette particularité. L'imaginaire collectif est le principal vecteur d'adhésion. Les idées les plus puissantes sont celles qui peuvent être incarnées dans un symbole visuel, une image mentale forte ou une métaphore évocatrice. Les religions, les idéologies, les marques commerciales l'ont bien compris. Une croix, un drapeau, une étoile, un logo sont plus que des objets, ce sont des catalyseurs d'émotions collectives. Un symbole fort a la capacité de rassembler, de fédérer, d'enflammer les cœurs. Il simplifie la pensée, donne un visage à l'idée. De même, les images narratives, les histoires de héros, de martyrs, d'ennemis permettent à la foule de s'identifier à une cause. L'anecdote personnelle, l'exemple concret, touche plus efficacement qu'un raisonnement structuré. C'est pourquoi les discours destinés à influencer les foules sont toujours concrets, imagés, émotionnels. Le réel est dramatisé. L'émotion l'emporte sur la véracité. 5. L'autorité de l'affirmation. Dans l'univers de la foule,
l'affirmation a plus de poids que la démonstration. Le bon souligne que l'individu dans la foule ne raisonne pas. Il croit. Il ne cherche pas la preuve, il cherche la conviction. Un leader qui affirme avec force, sans hésitation, est plus écouté qu'un penseur qui doute et explique. C'est pourquoi les discours de foule sont toujours construits autour d'affirmations tranchées, de vérités supposées évidentes, d'opinions formulées avec aplomb. Le ton importe autant que le fond. L'orateur qui réussit ne cherche pas à convaincre par la logique, mais à séduire par la certitude. Il incarne la conviction que la foule ne parvient plus à produire par elle-même. Cette dynamique explique le succès de certaines figures publiques, politiques ou médiatiques, qui, malgré des propos infondés, réussissent à emporter l'adhésion. Le style péremptoire, la confiance en soi, la répétition des idées simples sont autant d'armes rhétoriques efficaces face à une foule en quête de repères. 6. La peur et l'espoir, moteurs émotionnels fondamentaux. L'influence des foules repose en grande partie sur deux émotions fondamentales, la peur et l'espoir. Ce sont les deux leviers émotionnels les plus puissants. La peur mobilise, radicalise, unit contre un ennemi commun. L'espoir, quant à lui, fédère autour d'un avenir désirable, galvanise l'action, suscite l'enthousiasme. Les meneurs qui influencent les foules maîtrisent l'art de jouer sur ces deux tableaux. Ils identifient un danger imminent, qu'il soit réel ou fictif, et proposent une solution simple, incarnée dans leur propre discours ou leur mouvement. Ils désignent un responsable de tous les maux, puis promettent un renouveau. Ce schéma narratif fonctionne car il répond à un besoin profond de sécurité et de sens. Dans la foule, l'analyse du risque est remplacée par la perception du danger. De même, la critique des solutions proposées est suspendue au profit de l'adhésion immédiate. La logique émotionnelle est binaire, fuir la menace, courir vers le salut. C'est un fonctionnement psychologique universel, exploité à des fins d'influence. 7. La polarisation, simplifiée pour mobiliser. Enfin, un mécanisme fondamental de l'influence dans les foules est la polarisation. Il s'agit de diviser le monde en deux camps irréconciliables, nous et eux, les bons et les méchants, la vérité et le mensonge. Cette simplification extrême permet de mobiliser rapidement, de créer un sentiment d'urgence, de souder la foule contre un ennemi désigné. La polarisation est particulièrement efficace dans les contextes de crise, d'insécurité ou d'incertitude. Elle évite les débats complexes. Elle confère à l'orateur une posture de justicier, de résistant, de sauveur. La foule, en quête de repères, adopte cette vision binaire avec soulagement. Cette dynamique est amplifiée dans les espaces numériques où les algorithmes favorisent les contenus clivants. La viralité récompense l'extrême. L'indignation attire plus de clics que la modération. La nuance devient suspecte, voire traîtresse. Ainsi, les mécanismes décrits par Le Bon il y a plus d'un siècle trouvent une résonance criante dans notre monde actuel. 3. Rôle des meneurs. Dans toute dynamique collective, la figure du meneur s'impose comme une pièce maîtresse. Gustave Le Bon, dans sa réflexion sur la psychologie des foules, accorde une place centrale à ces individus capables de catalyser, diriger et incarner les aspirations de la masse. Le meneur, ou chef de foule, n'est pas un simple participant influx. Il est l'élément déclencheur, l'initiateur, celui qui donne forme, direction et cohérence à une énergie collective brute. Sans lui, la foule reste informe, flottante, indéterminée. Avec lui, elle devient une force dirigée, une volonté homogène. Le Bon dresse un portrait saisissant du meneur, qui transcende les époques et les contextes. 1. La foule a besoin d'un chef. La première observation essentielle est que la foule, en tant qu'entité émotionnelle, ne peut exister longtemps sans guide. Elle cherche spontanément une autorité extérieure qui lui procure sens, direction et certitude. Privée de réflexion individuelle, elle délègue cette tâche à celui qui se présente avec assurance, celui qui paraît savoir, comprendre et agir. Le meneur est donc souvent moins choisi que reconnu inconsciemment comme tel. Cette quête d'un chef répond à un besoin profond de sécurité. L'individu fondu dans la masse ressent un vide intérieur. Son esprit critique est suspendu, ses repères sont brouillés, ses peurs sont décuplées. Ce vide appelle une figure paternelle ou prophétique qui apporte des réponses simples et rassurantes. Le meneur incarne alors la volonté que la foule n'a plus, la conscience que la foule a abdiquée. 2. Le meneur n'est pas un penseur, mais un homme d'action. Gustave Le Bon précise que le meneur de foule n'est pas nécessairement intelligent, cultivé ou rationnel.
Ce n'est pas la qualité de son raisonnement qui importe, mais la force de sa volonté. Il est avant tout un homme d'action, animé d'une énergie implacable, sûr de lui, inflexible. Sa conviction est son arme principale. Il ne doute pas, il ne nuance pas, il affirme, il entraîne, il impose par sa seule foi. La foule ne suit pas celui qui réfléchit, mais celui qui agit. Elle admire la détermination, la force, l'élan. Le doute est perçu comme une faiblesse, l'hésitation comme une menace. C'est pourquoi les meneurs efficaces sont ceux qui ne se remettent jamais en question, qui avancent avec certitude, même lorsque leurs idées sont contestables. Leur assurance est rassurante. Elle remplace le jugement absent de la foule par une direction claire. 3. Le prestige, ciment de l'autorité. Un autre élément essentiel dans le pouvoir du meneur est le prestige. Le bon distingue deux formes de prestige. Celui qui est acquis, par la richesse, le pouvoir ou la célébrité, et celui qui est personnel, issu du charisme, de l'audace, de l'énergie intérieure. Le second est bien plus puissant dans la logique des foules. Le prestige agit comme une sorte de halo hypnotique. Il place le meneur au-dessus des autres, le rend fascinant, presque sacré. Il inspire l'admiration, le respect, voire la dévotion. Ce prestige peut reposer sur de véritables réalisations, mais il peut aussi être purement perceptif, construit par des récits, des symboles, des postures. Ce qui compte, ce n'est pas la réalité du prestige, mais sa perception. Le meneur ne doit pas seulement être crédible, il doit paraître infaillible. C'est pourquoi tant de chefs populistes ou religieux ont bâti leur autorité sur une image soigneusement travaillée. Costume, posture, regard, intonation. Le moindre détail devient signifiant. Le meneur devient alors une incarnation, une figure totémique, plus qu'un individu. 4. La foi inébranlable, moteur de la conviction. Le meneur est aussi un homme de foi, au sens large du terme. Il croit en ce qu'il dit, ou du moins, il en donne l'impression. Il vit son message, il l'incarne dans sa posture, ses mots, ses gestes. Cette foi, qui peut devenir fanatisme, est indispensable pour entraîner une foule. Car la foule est avide de certitude. Elle ne cherche pas la vérité, elle veut croire. Et elle puise sa foi dans celle du meneur. Il n'est pas nécessaire que la cause soit juste, ou que les objectifs soient réalistes. Ce qui compte, c'est l'intensité de la croyance. Une idée défendue avec ferveur devient plus convaincante qu'un raisonnement logique. Le meneur n'argumente pas, il proclame. Sa force de conviction est un virus psychologique qui contamine la foule. L'histoire regorge d'exemples où des leaders charismatiques, portés par une croyance absolue, ont entraîné des peuples entiers dans des aventures tragiques ou grandioses. Leur foi se communique, devient un feu sacré qui consume les doutes, les peurs et même les résistances morales. 5. Maîtriser les outils de l'influence. Le meneur efficace sait souvent intuitivement manier les 3 outils fondamentaux de l'influence des foules: l'affirmation, la répétition et la contagion. Et l'affirmation consiste à énoncer des idées simples, tranchées, sans justification. L'individu isolé questionne, la foule accepte. Un message ferme, direct, dit avec autorité, est perçu comme une vérité. C'est l'absence d'hésitation qui fait force de loi. Et la répétition ancre l'idée dans l'inconscient. Une phrase, un slogan, une promesse martelée finit par s'installer dans l'esprit comme une certitude. La vérité n'a pas besoin d'arguments dans l'univers des foules, elle a besoin d'écho. Et la contagion, enfin, fait circuler l'idée dans le groupe. Le meneur lance une émotion, une conviction, une indignation. Elle se propage de proche en proche. Ce que le meneur a injecté devient la norme émotionnelle, le climat mental du groupe. Un orateur habile peut, par la seule maîtrise de ces 3 leviers, galvaniser une foule entière. Il n'a pas besoin de convaincre chaque individu, il lui suffit d'allumer l'étincelle. 6. L'identification au meneur. Le succès du meneur repose aussi sur sa capacité à cristalliser les espoirs, les peurs et les frustrations de la foule. Il devient un miroir, un symbole. La foule se projette en lui. Il est à la fois un guide et un double idéalisé. Il exprime ce que chacun ressent confusément. Il donne des mots aux colères, des visages aux ennemis, des formes aux désirs. Cette identification émotionnelle est puissante. Elle crée un lien affectif entre le chef et ses partisans. Elle génère un sentiment d'appartenance, de loyauté, voire d'amour.
Le meneur n'est plus un homme, il devient une cause. Sa personne se confond avec son message. Le contester, c'est trahir le groupe. C'est pourquoi les figures charismatiques sont si difficilement critiquables au sein de leur propre communauté. 7. Le culte de la personnalité. Ce lien émotionnel entre la foule et le meneur peut rapidement basculer dans une forme de vénération. Le culte de la personnalité émerge lorsque l'admiration se transforme en foi aveugle. Le chef devient infaillible, sacré, au-delà du bien et du mal. Toute contradiction est perçue comme une attaque contre la vérité elle-même. Le danger est alors immense, car cette dynamique efface toute possibilité de remise en question. Elle ouvre la porte à l'autoritarisme, à la manipulation, voire à la violence. L'histoire a montré que les dictatures les plus meurtrières ont été rendues possibles par un tel culte. Le leader devient la conscience collective, l'unique voix légitime. Tout s'organise autour de lui. Il est à la fois guide, père, juge et sauveur. 8 exemples contemporains. Aujourd'hui, les chefs de foule prennent parfois des formes nouvelles. Les influenceurs numériques, les leaders d'opinion, les figures médiatiques occupent ce rôle. Ils affirment avec force, répètent leurs messages, créent des communautés fidèles qui relaient, défendent, diffusent leurs idées. Leur pouvoir ne repose pas toujours sur des institutions, mais sur le prestige personnel, charisme, style, apparence, audace. Ils bâtissent leur autorité sur l'identification émotionnelle. Il est comme moi, il dit ce que je ressens, il ose dire ce que les autres taisent. Ils deviennent des catalyseurs de passion. En politique, ces dynamiques sont visibles dans la montée des populismes. Des leaders charismatiques, peu portés sur la nuance, mais excellents dans l'art de galvaniser, dominent le débat public. Ils polarisent, simplifient, promettent des ruptures. Ils s'érigent contre les élites, pour le peuple, et construisent leur succès sur l'affect plutôt que sur le fond. 9. Résister à l'attrait du meneur. Face à ce phénomène, la seule réponse possible est une vigilance critique. Le bon ne condamne pas systématiquement les chefs. Il observe leur fonction, leur efficacité, mais invite chacun à ne pas abdiquer sa propre conscience. Le chef est nécessaire à la cohésion, mais il peut aussi devenir un danger. Il s'agit donc de garder une distance intérieure, de refuser la fascination, de toujours se poser la question, suis-je en train d'adhérer à une idée ou de m'abandonner à une personnalité? L'admiration n'est pas soumission. L'accord ne doit jamais devenir servitude. Le pouvoir des meneurs est réel, mais il ne devient absolu que lorsque la foule cesse de penser par elle-même. 4. Application moderne de la psychologie des foules. Gustave Le Bon, en formulant les lois fondamentales de la psychologie des foules à la fin du XIXe siècle, ne pouvait deviner à quel point ses analyses allaient se révéler prémonitoires dans le contexte du XXIe siècle. À son époque, la foule était un rassemblement physique, une place publique, une manifestation, une réunion politique. Aujourd'hui, la foule a muté. Elle est numérique, invisible, permanente. Elle se manifeste dans les fils d'actualité, les commentaires en ligne, les mouvements viraux, les campagnes de désinformation, les groupes d'opinion. Le Bon avait pressenti que les foules influenceraient profondément les sociétés modernes. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elles deviendraient l'ossature même de notre vie quotidienne. Dans cette ère hyperconnectée, les mécanismes de suggestion, de contagion émotionnelle et de manipulation collective qu'il décrivait se sont non seulement conservés, mais amplifiés par les technologies numériques, les algorithmes et les plateformes sociales. Comprendre ces applications modernes n'est pas un exercice académique. C'est un impératif pour préserver notre autonomie intellectuelle et notre liberté de jugement. 1. La foule numérique, une entité nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes tous membres d'au moins une foule numérique. Qu'il s'agisse d'un groupe Facebook, d'une communauté Reddit, d'un espace Twitter, d'un canal Telegram, d'un forum ou d'un simple fil de commentaires, nous sommes en permanence exposés à des dynamiques collectives qui agissent sur nous sans que nous en ayons toujours conscience. La foule numérique possède toutes les caractéristiques décrites par Le Bon. Elle est émotionnelle, impulsive, suggestible, avide de certitude et hostile à la nuance. Elle simplifie les débats, polarise les opinions, crée des consensus artificiels et propage des idées à une vitesse fulgurante. Ce qui change, c'est la forme. La place publique est devenue un écran, la voix du meneur un tweet, la contagion une viralité algorithmique. Contrairement à la foule physique, la foule numérique est persistante. Elle ne se disperse pas. Elle vit 24h/24.
Elle se nourrit en continu de contenu, d'images, de récits, de scandales. Et elle agit souvent avec une puissance équivalente, voire supérieure. Campagne de boycott, déstabilisation politique, harcèlement en ligne, renversement d'opinion publique. 2. Les médias de masse, orchestrateurs de l'émotion. Les médias modernes, chaînes d'information continue, journaux en ligne, plateformes vidéo ont parfaitement intégré les mécanismes d'influence collective. La recherche d'audience et de rentabilité a conduit à une mise en scène de l'information qui privilégie l'émotion au détriment de l'analyse. L'image choquante, le titre alarmant, l'angle polémique sont devenus des outils pour capter l'attention. Le Bon avait déjà observé que la foule ne s'intéresse pas au raisonnement, mais aux récits simples et visuels. Cette logique structure aujourd'hui le journalisme de masse. Il ne s'agit plus seulement d'informer, mais de provoquer une réaction. Peur, colère, compassion, admiration. Le spectateur devient acteur émotionnel. Cette dynamique crée des vagues collectives d'émotions partagées, une indignation virale, une empathie massive, une panique générale. Des événements isolés sont présentés comme emblématiques, amplifiés jusqu'à faire oublier des réalités plus complexes. Le fait divers devient enjeu national. Le drame individuel devient symbole social. 3. La publicité, une science de la suggestion. L'univers de la publicité moderne repose presque intégralement sur les principes de la psychologie des foules. Le but n'est pas de convaincre par des arguments rationnels, mais de créer des réflexes émotionnels. Le produit n'est pas vendu pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il évoque: liberté, séduction, réussite, jeunesse, puissance. Chaque campagne publicitaire suit les lois de la suggestion. Message simple, images fortes, répétition systématique, musique entraînante. Le cerveau du consommateur est exposé, sans défense, à une pluie continue de stimuli conçus pour déclencher un désir inconscient. Le choix du produit ne relève plus d'une décision raisonnée, mais d'une impulsion émotionnelle guidée. Le Bon parlait de la foule comme d'un être influençable, prompt à croire ce qu'on lui dit si cela résonne avec ses désirs. La publicité moderne est l'exemple parfait de cette réalité. Elle ne vend pas des objets, mais des promesses. Elle ne dialogue pas, elle impose une vision. Et cette vision est acceptée car elle parle au cœur, pas à l'esprit. 4. Les influenceurs, les nouveaux meneurs. Avec l'explosion des réseaux sociaux, une nouvelle figure de meneur est née, l'influenceur. Celui-ci n'est plus nécessairement issu de la sphère politique ou religieuse. Il peut être un créateur de contenu, un entrepreneur, un simple individu ayant su capter l'attention d'une communauté. Le pouvoir de l'influenceur repose sur les mêmes principes que celui des chefs de foule traditionnels. Prestige, nombre d'abonnés, autorité, certitude dans les propos, foi, cohérence affichée du message, identification, proximité avec les suiveurs, répétition, publication constante. L'influenceur n'argumente pas, il affirme. Il ne démontre pas, il montre. Il ne dialogue pas, il entraîne. Ces communautés agissent comme de véritables foules. Elles adoptent ses opinions, reproduisent ses gestes, défendent ses idées avec zèle, attaquent ses opposants avec virulence. Les dynamiques de groupe y sont identiques à celles observées dans les foules physiques. Polarisation, simplification, exclusion de la pensée critique. 5. Algorithmes et bulles de filtre, manipulation invisible. Le danger moderne ne vient pas seulement des personnes ou des messages, mais des structures invisibles qui les diffusent, les algorithmes. Ces systèmes informatiques, conçus pour maximiser l'engagement, déterminent ce que nous voyons, ce que nous lisons, ce que nous croyons. Les algorithmes privilégient les contenus émotionnels, clivants, viraux. Ils nous enferment dans des bulles de filtre, où nous ne sommes exposés qu'à des opinions similaires aux nôtres. Cela crée une illusion de consensus. Si tous les contenus que je vois vont dans le même sens, je crois qu'il s'agit de la vérité. Cela renforce la suggestibilité. Pire encore, ces systèmes apprennent nos biais, nos colères, nos désirs, et nous renvoient des messages qui les exploitent. Ils personnalisent la foule. Ils créent des micro-foules parfaitement calibrées, chacune enfermée dans sa propre narration, hostile à toute contradiction. C'est la version moderne la plus insidieuse de la foule. Une foule silencieuse, invisible, manipulée en profondeur, persuadée de penser librement alors qu'elle suit une programmation émotionnelle. 6. Les mouvements viraux, contagion accélérée. Les plateformes numériques ont démultiplié la vitesse de propagation des émotions. Ce que le Bon appelait « contagion mentale » se réalise aujourd'hui à une échelle et une rapidité inégalées. Un message, un mème, une vidéo,
une indignation peuvent se répandre en quelques minutes à travers des millions de personnes. Ce phénomène est observable dans les campagnes de soutien, de mobilisation, mais aussi dans les campagnes de haine ou de discrédit. La foule numérique ne fait pas de différence entre le vrai et le faux tant que le contenu est émotionnellement puissant. Le partage remplace la vérification. L'émotion devient critère de vérité. Des personnalités publiques peuvent être adulées ou détruites en quelques heures. Des entreprises peuvent perdre des millions à cause d'un hashtag viral. Des lois, des idées, des faits scientifiques peuvent être rejetés simplement parce qu'ils ne résonnent pas avec l'opinion dominante. L'instabilité émotionnelle de la foule est devenue un facteur politique et économique majeur. Cette cancel culture, hystérie collective et lynchage en ligne. L'un des phénomènes les plus inquiétants de la foule moderne est la capacité de punir collectivement. La cancel culture, le harcèlement coordonné, les campagnes d'humiliation ou d'ostracisation reposent sur la logique de la foule punitive décrite par le bon. La foule ne tolère pas la contradiction. Elle réclame des coupables. Elle exige des excuses publiques. Elle traque les écarts de langage. Et elle agit avec une violence proportionnelle à sa certitude. L'individu visé devient symbole d'un mal collectif, à abattre pour restaurer l'ordre émotionnel du groupe. Ces mécanismes ne sont pas nouveaux, mais leur intensité est décuplée par l'anonymat, la vitesse et la massification. Ce ne sont plus des foules physiques qui lapident, mais des millions d'écrans, de messages, de moqueries. Et l'effet psychologique est tout aussi destructeur. 8. Démocratie et foule, un équilibre précaire. La démocratie moderne est profondément impactée par ces dynamiques. Les campagnes électorales sont devenues des spectacles émotionnels. Les débats sont remplacés par des slogans. Les candidats par des figures charismatiques. Le vote par un acte d'adhésion affective. Les outils d'analyse et de manipulation de l'opinion se perfectionnent. Big data, micro-ciblage, rhétorique algorithmique. Il ne s'agit plus de proposer une vision du monde, mais de capter une attention fugace, d'exploiter une colère, d'offrir une illusion de sécurité. Le citoyen devient un membre de foule, et la foule devient électorale. Le bon mettait en garde. Une société dominée par la logique des foules est une société instable, sujette aux débordements, aux exaltations et aux revirements. La foule peut acclamer un héros, puis le lyncher. Elle peut élire un leader, puis l'abandonner. La raison ne guide plus les décisions politiques, l'émotion le fait. Conclusion de la partie. Les applications modernes de la psychologie des foules sont omniprésentes. Elles touchent chaque recoin de notre vie, ce que nous consommons, croyons, aimons, partageons, détestons. Elles façonnent notre rapport à l'information, à l'autorité, à la vérité. L'enjeu n'est plus de savoir si nous appartenons à une foule, mais de reconnaître comment nous y participons, parfois à notre insu. Comprendre ces mécanismes ne suffit pas. Il faut aussi s'en protéger. C'est l'objet de la prochaine partie. Préserver son individualité, cultiver sa lucidité et résister à la puissance des émotions collectives. Préserver son individualité. Face à la puissance évocatrice des foules, à leur dynamique émotionnelle, à l'influence grandissante des meneurs et à la viralité des idées simplifiées, une question s'impose avec urgence. Comment préserver son individualité? Gustave Le Bon, bien qu'observateur critique de la psychologie des foules, n'adopte pas une posture fataliste. Il identifie les dangers, mais il trace aussi des pistes de résistance. Car si la foule est un lieu de dissolution du moi, il est toujours possible, pour celui qui en prend conscience, de ne pas s'y perdre. La liberté véritable commence là, dans la reconquête de son esprit, de son jugement, de son autonomie. 1. Prendre conscience de sa suggestibilité. La première étape vers l'indépendance intellectuelle consiste à reconnaître sa propre vulnérabilité. Personne n'est à l'abri de l'influence collective. L'idée que seuls les autres seraient manipulables est une illusion dangereuse. La psychologie des foules ne s'applique pas aux ignorants ou aux faibles d'esprit. Elle s'applique à l'être humain en général, dès lors qu'il est placé dans certaines conditions émotionnelles, sociales ou cognitives. Ce que propose Le Bon, ce n'est pas un rejet de la foule, mais un regard lucide sur ses mécanismes. La simple conscience de leur existence est déjà un acte de résistance. Savoir qu'une idée séduisante peut n'être qu'une contagion. Savoir qu'un chef charismatique peut manipuler sans raison. Savoir que la foule ment parfois à elle-même. Cette connaissance devient un bouclier. 2. Cultiver le doute méthodique.
Le doute n'est pas synonyme de faiblesse. Il est au contraire le fondement de toute pensée critique. Dans une époque où les vérités sont assénées, partagées, hurlées, il faut réapprendre à suspendre son jugement. À poser la question: pourquoi crois-je cela? Quelle est la source? Est-ce une émotion ou une analyse? Douter, ce n'est pas tout rejeter. C'est choisir de ne pas adhérer immédiatement. C'est se donner le temps d'évaluer, de comparer, de nuancer. Le doute est l'arme du libre penseur face à l'affirmation péremptoire. Il est le garde-fou contre la croyance aveugle. Dans un monde saturé d'opinions, d'images, de récits simplifiés, le doute devient un luxe. Il exige du recul, du silence, de la lenteur. Mais c'est ce ralentissement qui permet à l'individu de retrouver sa boussole intérieure. 3. Rechercher la complexité. La foule adore les oppositions claires, les messages simples, les récits manichéens. L'individu libre, lui, apprend à aimer la complexité. Il sait que la réalité n'est jamais univoque. Qu'un fait peut être interprété de plusieurs façons. Qu'une émotion ne dit pas toujours la vérité. Préserver son individualité, c'est refuser les slogans faciles. C'est oser dire « je ne sais pas ». C'est préférer une idée difficilement compréhensible mais juste à une idée séduisante mais fausse. C'est accepter que le monde ne se divise pas entre les bons et les méchants, entre les nôtres et les autres. La complexité est exigeante. Elle demande de lire, d'écouter, de confronter des points de vue opposés. Elle ne flatte pas nos instincts. Mais elle est la condition pour penser par soi-même, sans se laisser entraîner dans le flot des certitudes collectives. 4. Retrouver le silence intérieur. Dans la foule physique ou numérique, le vacarme est permanent. Opinions, images, alertes, notifications, débats en continu, tout nous pousse à réagir. Le bon l'avait perçu, l'individu dans la foule ne pense plus, il ressent. Et aujourd'hui, ce vacarme est devenu intime. Il est dans nos poches, nos maisons, nos écrans. Préserver son individualité, c'est retrouver des espaces de silence. Des moments où l'on se détache du tumulte, où l'on cesse de réagir pour commencer à réfléchir. Cela peut être la lecture, la méditation, la marche, la solitude choisie. C'est dans le silence que se reconstruit le moi profond. Le silence n'est pas une fuite. Il est une reconquête. Il permet de trier, de hiérarchiser, de se réapproprier ses pensées. Il est un acte de souveraineté. Je décide de ne pas être envahi, de ne pas être constamment sollicité. Je redeviens maître de mon attention. 5. Pratiquer la lenteur dans ses jugements. La foule juge vite. Elle condamne sans procès, acclame sans recul, change d'avis à la moindre émotion. L'individu libre doit faire l'inverse, ralentir ses jugements, différer ses opinions, laisser mûrir ses idées. Cela passe par un effort de retenue. Ne pas partager immédiatement une information. Ne pas réagir sous le coup de l'indignation. Ne pas croire au premier récit venu. La lenteur devient une discipline. Un art de vivre. Elle permet d'éviter la manipulation, la confusion, la colère inutile. Dans un monde où la vitesse est valorisée, où l'instantanéité domine, choisir la lenteur est un acte de rébellion. C'est refuser de penser au rythme des réseaux, des algorithmes, des foules. 6. Être seul sans être isolé. L'individualité ne signifie pas l'isolement. L'homme libre peut vivre en société, avoir des relations, appartenir à des groupes, mais il garde toujours une part de solitude intérieure. Ils ne se font pas entièrement dans l'opinion dominante. Il peut aimer sans idolâtrer, soutenir sans s'aveugler, appartenir sans se dissoudre. Cette solitude est une posture éthique. Elle permet de rester fidèle à ses valeurs, même lorsque la foule les rejette. Elle permet de dire non, d'oser la dissidence, de refuser l'unanimité. Elle est la condition de l'authenticité. Le bon évoque avec admiration ces individus capables de résister aux illusions collectives. Penseurs, artistes, savants, philosophes. Ce sont eux qui, souvent solitaires, préservent la conscience d'une société. Ils rappellent, par leur seule existence, qu'une autre manière de penser est possible. 7. Transmettre l'esprit critique. Préserver son individualité, c'est aussi la transmettre. Aux enfants, aux proches, aux collègues. C'est cultiver une culture du débat, de l'argumentation, de la nuance. C'est apprendre à reconnaître les procédés rhétoriques, les biais cognitifs, les pièges émotionnels.
L'éducation joue ici un rôle central. Une éducation qui ne vise pas seulement à former des travailleurs ou des citoyens dociles, mais des esprits libres. Une éducation qui valorise la question autant que la réponse, le raisonnement autant que la conclusion, le désaccord respectueux autant que le consensus facile. C'est un combat culturel. Dans une époque où la parole se veut immédiate, spectaculaire, clivante, il faut redonner de la valeur à la parole lente, informée, nuancée. Il faut réapprendre à écouter, à changer d'avis, à dire « je ne sais pas ». 8. L'individualité comme acte politique. Être un individu dans une foule, ce n'est pas seulement une posture personnelle, c'est un acte politique. Dans une société où les opinions sont modelées par des intérêts économiques, où les émotions sont manipulées à des fins commerciales ou électorales, penser par soi-même est un acte de résistance. Cela suppose du courage. Car celui qui ne pense pas comme les autres s'expose. Il peut être marginalisé, moqué, attaqué. Mais il est aussi respecté. Car l'individu libre rappelle à chacun ce qu'il pourrait être. Le bon nous enseigne que la foule n'est pas un destin. Qu'il est toujours possible de ne pas se fondre, de ne pas se perdre. Qu'il suffit d'un peu de lucidité, de force intérieure, de vigilance. L'individualité n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Conclusion générale. À l'issue de cette traversée de la psychologie des foules, une idée s'impose. Comprendre les foules, c'est mieux comprendre soi-même. Car ce que le bon met en lumière, ce ne sont pas des phénomènes extérieurs, mais des dynamiques internes. La foule n'est pas toujours dehors. Elle est aussi en nous. Elle se manifeste chaque fois que nous réagissons sans penser. Chaque fois que nous cherchons l'approbation plutôt que la vérité. Chaque fois que nous cédons à l'émotion collective plutôt qu'à la raison personnelle. Mais elle peut être tenue à distance. Par le doute, la lenteur, le silence, la complexité. Par le travail sur soi. Par l'amour de la liberté intérieure. Dans un monde où tout nous pousse à nous fondre dans le collectif, l'acte le plus révolutionnaire reste peut-être le plus simple. Penser par soi-même. Voilà. Vous venez d'entrer dans l'univers fascinant et parfois troublant de Gustave Le Bon. Ce que vous croyez être vos idées, le sont-elles vraiment? Ou sont-elles le fruit d'une contagion collective? Le Bon nous rappelle une chose essentielle. Penser par soi-même, c'est déjà sortir de la foule. Alors si cette vidéo vous a aidé à prendre du recul, à mieux comprendre le monde qui vous entoure et ce qui se passe en vous, abonnez-vous. On continue bientôt avec d'autres grandes idées de la psychologie, de la philosophie et des sciences humaines. Et souvenez-vous, dans un monde qui hurle, le silence de votre esprit critique est votre plus grande force.